Le nom de Zecora de Hala était synonyme de richesse, de pouvoir et de peur. L'homme qui avait bâti un empire technologique à force de sueur et de nuits blanches était désormais la terreur de l'élite et des employés de l'île Victoria. Des couloirs de marbre de Hala Technologie aux portes de son manoir, sa réputation d'homme émotionnellement froid, d'une honnêteté brutale et d'un mépris social était amplement méritée. Par un lundi matin humide, la tension résonnait dans son manoir tandis que sa voix cinglait le couloir comme un fouet. « Tu crois que c'est comme ça qu'on prépare un rapport ?» tonna-t-il en claquant un document imprimé sur la table en chêne polie de son bureau. Son assistant tremblait tandis que Zecora poursuivait, le regard froid et la voix plus tranchante qu'une lame. « Tu es incompétent. Viré. Laisse ta carte d'identité et sors de chez moi. » Le jeune homme balbutia une protestation, mais Zecora s'était déjà détourné. Dehors, le jardinier s'était arrêté, la pelle en l'air, essayant de ne pas attirer l'attention. Ça n'avait pas marché. Toi. Zecora aboya par la fenêtre. Combien de fois te dirai-je de ne pas laisser de terre sur le trottoir? Le jardinier marmonna des excuses, les mains légèrement tremblantes. Tout le personnel, des agents d'entretien aux gardiens, opérait dans la peur, l'ombre timide d'une demeure somptueuse. Travailler pour Zecora n'apportait aucune joie, juste la peur des faux pas et des prières pour rester invisible. C'est dans cette atmosphère toxique que Kim Okoro s'est retrouvé, son sac de voyage serré dans une main et un classeur plastique contenant ses documents d'emploi dans l'autre. Elle était nouvelle, fraîchement embauchée pour remplacer la dernière femme de ménage, qui avait démissionné après seulement 9 jours. À 23 ans, Kim avait connu son lot de difficultés. Ayant grandi à Enugu, élevée par une couturière veuve, elle avait appris la patience non pas comme une vertu, mais comme un moyen de survie. Elle franchit les portes intimidantes du domaine de Diyala, les yeux écarquillés mais les épaules droites, vêtue d'un uniforme de femme de chambre bleu ciel délavé et d'un foulard noué à l'arrière de la tête. L'agent de sécurité la salua à peine lorsqu'il lui fit signe de passer. Quelques minutes plus tard, elle rencontra Mama Doris, la gouvernante et cuisinière la plus âgée, qui l'inspecta de l'intérieur. « Tu es courageux d'être venu, murmura-t-elle. L'homme que tu vas servir n'est pas normal. Ne prends rien personnellement. » Kim se contenta de sourire et d'acquiescer. « Les gens comme ça ont juste besoin de temps, » dit-elle calmement, même si elle-même n'était pas préparée à ce qui l'attendait. Les couloirs étaient silencieux mais lourds, comme si la peur était inscrite sur le papier peint. Ce soir-là, elle entendit l'écho de la voix de Zecora réprimander Tony, le chauffeur, pour ses 3 minutes de retard. 3 minutes de retard et tu veux me conduire? Tu me prends pour ton cousin du village? Kim écoutait depuis la cuisine, les lèvres pincées, mais ne disait rien. Sa première journée complète n'avait pas encore commencé, et déjà elle sentait la tension dans l'air, comme une décharge électrique prête à frapper. Le lendemain matin, Kim se leva avant l'aube, se lava le visage à l'eau froide et ajusta son uniforme avec une précision méthodique. Elle savait qu'il ne fallait pas négliger une première impression, surtout dans une demeure où même les murs avaient des yeux. Alors qu'elle parcourait les couloirs à la recherche de la buanderie, elle se trompa par mégarde et se retrouva devant une porte en acajou légèrement entr'ouverte. Curieuse, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, mais une voix grave et agacée lui fit froid dans le dos. « Êtes-vous perdu? Ou avez-vous des envies de mort ?» Zecora était assise sur un fauteuil en cuir, pieds nus dans un pyjama en soie, une tablette à la main. Il ne leva pas les yeux en parlant. Kim recula immédiatement et s'inclina légèrement. « Je suis désolé, monsieur. Je suis nouveau. Je ne voulais pas déranger. » Zecora leva enfin les yeux vers elle, ses yeux sombres et fatigués, ses pommettes saillantes et un air renfrogné qui semblait gravé en permanence sur son visage. Il étudia son expression, s'attendant à de la peur, de la panique, ou peut-être des larmes. Mais Kim resta là, immobile, le regard désolé, mais immobile. « Sors d'ici », lança-t-il. « Et la prochaine fois, knock. Même les chiens le savent. » Elle hocha la tête et s'éloigna sans un mot. Alors que la porte se refermait derrière elle, Zecora cligna des yeux, étrangement perturbée. Son calme avait laissé une fissure dans l'armure qu'il portait si étroitement. Elle n'avait ni supplié ni bégayé. Elle n'avait même pas semblé blessée. C'était inhabituel, et il détestait l'inconnu. De retour dans les quartiers du personnel, Mama Doris haussa un sourcil au retour de Kim. « Tu as l'air d'avoir traversé le feu. » Kim rit doucement, non pas par peur, mais par curiosité. « Il est intense, dit-elle. » Maman Doris secoua la tête. « Intense est le mot gentil.
Il est comme ça depuis qu'Ifunanya l'a quitté, sa fiancée. Cette femme l'a brisé comme une gourde. Depuis, il traitait tout le monde comme s'il lui était inférieur. Kim ne dit rien de plus, mais son regard s'attarda sur la fenêtre. Plus elle entendait, plus elle sentait que le venin de Zecora avait des racines. Plus tard dans la journée, alors qu'elle rangeait des serviettes propres dans la chambre d'amis, Kim le vit passer dans le couloir en aboyant dans son téléphone. Dis à cet idiot de directeur financier que s'il ne fait pas les bons calculs, je le remplace par une chèvre. Sa voix était puissante, dure et dédaigneuse, sa seule présence inspirait la peur. Pourtant, Kim se contentait d'observer depuis l'ombre, curieux non pas de son argent ou de son statut, mais de ce qui rendait un homme si puissant et pourtant si brisé. Zecora Diala avait fait sa première impression, mais il ignorait qu'il venait d'en faire une sur quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. En milieu de semaine, le manoir avait retrouvé son rythme habituel de tension et de complaisance silencieuse. Mais dans la cuisine du personnel, les rumeurs au sujet de la nouvelle femme de chambre commencèrent à s'amplifier. Les jeunes employés, surtout ceux qui travaillaient en rotation, chuchotaient que Kim était entrée dans la gueule du loup et en était ressortie sans une égratignure. Elle ne pleurait pas. Un des domestiques demanda à Tony et à Creux du loup. Pas même une larme. Tony secoua la tête. Elle s'est excusée et est partie comme si elle parlait à un contrôleur de bus. Pas à Olga Zecora. La nouvelle s'est vite répandue. Zecora, l'homme qui réduisait les hommes en bouillie par son seul ton, ne l'avait pas ébranlé. Maman Doris s'y intéressa particulièrement, appelant Kim au garde-manger après le déjeuner. « Tu n'as pas peur de lui ?» demanda-t-elle en s'essuyant les mains sur un emballage. Kim pencha la tête, pensive. La peur ne résout rien. On dirait quelqu'un qui saigne intérieurement, pas quelqu'un qui veut vraiment être méchant. Maman Doris s'appuya contre l'étagère et observa la fille. Soit tu es très sage, soit tu es très stupide. Dans tous les cas, que Dieu te vienne en aide. Kim retourna à ses tâches avec sa concentration habituelle, inconsciente de l'impact profond de ses paroles sur la maison de Zecora. Ce soir-là, alors qu'elle balayait la terrasse, elle le revit par la fenêtre, seul dans le salon, le regard perdu, un verre à moitié vide d'un liquide sombre à la main. Zecora, malgré sa rudesse, était aveugle. Il commença à remarquer la nouvelle servante plus qu'il ne le pensait. Elle ne tressaillit pas comme les autres. Elle ne trembla pas à son passage. Elle n'était jamais en retard. Elle travaillait efficacement, silencieusement, avec une grâce qui le déstabilisait. Un jour, alors qu'elle disposait les vases dans le couloir, il s'arrêta dans l'escalier et l'observa un instant, la manière dont elle ajustait délicatement les pétales, la manière dont ses mains bougeaient avec précaution, même lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Il ne comprenait pas. Pourquoi était-elle si gentille, si naturelle? Un après-midi, il l'entendit rire, doux, franc et sincère, tandis qu'elle aidait maman Doris à éplucher des bananes plantains dans la cuisine. Son rire n'était ni bruyant ni destiné à attirer l'attention. C'était sincère. Cela le perturbait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce soir-là, assis seul avec son whisky dans le bureau, il se surprit à penser à elle. La nouvelle servante. Quelle était son histoire? Pourquoi travaillait-elle comme une personne en paix avec elle-même? Et pourquoi, malgré tout ce qu'il lui avait infligé, ne lui en avait-elle pas rendu l'appareil? Zecora n'avait pas de réponse. Seulement d'autres questions, et un malaise qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La journée était inhabituellement calme au domaine d'Yalais, un de ces après-midi étouffants de Lagos où même les palmiers semblaient trop fatigués pour se balancer. Zecora, assis dans son bureau à l'étage, fenêtres entr'ouvertes, avait parcouru les présentations d'un groupe de start-ups technologiques en quête de financement. Rien ne l'impressionnait. En fait, rien ne s'était passé depuis des semaines. Il se massa les tempes, las et détaché, lorsqu'un son doux et inattendu envahit la pièce, un chant? Pas la musique d'un haut-parleur. Pas la télévision. Mais une voix claire et mélodieuse, douce, spontanée, mais pleine d'une joie rare. Il se leva, presque instinctivement, et marcha jusqu'à la fenêtre pour suivre le son. En contrebas, près du jardin, près de la véranda de la cuisine, il la vit. Accroupie près d'une petite colombe blessée, elle la berçait dans ses mains en chantant une berceuse que sa grand-mère, aujourd'hui décédée, fredonnait au village. L'aile de l'oiseau était maladroitement tordue, et elle trempa un chiffon dans un bol d'eau à côté d'elle, tamponnant délicatement ses plumes. Sa voix s'éleva à nouveau, plus ample cette fois, tandis qu'elle souriait à la créature avec une tendresse absolue.
Zecora resta figé. La dernière fois qu'il avait vu quelqu'un chanter ainsi, aussi librement, sans public ni attente, c'était des décennies auparavant. Il ne comprenait pas la chaleur qui lui montait à la poitrine, ni pourquoi il ne se détournait pas immédiatement. Au lieu de cela, il observa jusqu'à la fin de la chanson, et elle murmura doucement, « Tout ira bien, ma petite. » Plus tard dans la soirée, Zecora n'était pas d'humeur à recevoir des politesses, ni même des politesses déguisées en bonne manière. Il détestait les bavardages inutiles et détestait qu'une maison ne soit pas gérée avec précision. Lorsqu'il entra dans la salle à manger et vit le plateau de service laissé découvert, sa frustration s'enflamma. « Qui a bien pu déposer ça ici ?» demanda-t-il d'une voix tonitruante, comme à son habitude. Tout le personnel se figea, mais Kim s'avança calmement. « C'était moi, monsieur. Je préparais encore le plat principal et je comptais m'en occuper après, » expliqua-t-elle. Zecora se tourna brusquement vers elle, prête à lâcher une nouvelle tirade. Mais quelque chose dans son expression le fit s'arrêter. Il n'y avait aucune peur dans son regard. Aucune défiance non plus. Juste une reconnaissance silencieuse de sa faute. Si simple, si désarmant. Ses lèvres remuèrent, mais au lieu du venin qu'il provoquait, il laissa échapper un grognement, « La prochaine fois, couvre-toi immédiatement. » La nourriture refroidit. Et il s'éloigna. La salle entière resta stupéfaite. Ce n'était pas tant parce qu'elle avait assumé ses responsabilités, mais parce que Zecora l'avait laissé partir sans verser de larmes. À l'étage, dans sa chambre, il était assis au bord de son lit, légèrement agacé. Non pas contre elle, mais contre lui-même. Qu'avait-il donc chez cette femme qui l'empêchait de laisser libre cours à sa rage? Pourquoi avait-il l'impression que sa colère rebondissait sur elle comme de l'eau sur de l'huile? Il l'ignorait encore, mais les murs de son cœur commençaient à montrer de minuscules fissures. La cocotte minute qu'était Zecora Diallo a finalement atteint ses limites. Il avait passé des nuits blanches à gérer des acquisitions à enjeux élevés, à assister à des dîners d'investisseurs et à étouffer des scandales potentiels. Tout cela avec son arrogance impassible caractéristique. Mais le corps humain, contrairement à son esprit, avait ses propres limites. Un jeudi matin pluvieux, tout en aboyant des ordres par téléphone à son équipe juridique, Zecora tituba dans son fauteuil de bureau, une main sur la tempe. Le monde s'écroula. Sa bouche s'assécha. Avant qu'il puisse comprendre, tout devint gris. Un bruit de fracas retentit tandis que son téléphone tombait au sol. Devant la porte, Tony se précipita à l'intérieur, suivi de près par Mama Doris. Il s'évanouit. Tony cria. « Appelez le médecin. » Mais le médecin réside n'arrivera pas avant 30 minutes. Alors que tout le monde paniquait, une personne s'est déplacée avec une urgence discrète. Elle ne cria pas et ne se tordit pas les mains. Au lieu de cela, elle s'agenouilla près de lui prit le pouls et murmura « Il brûle ». Tandis que d'autres attendaient l'aide d'un professionnel, Kim se déplaça avec la grâce d'un guérisseur, ôtant sa lourde veste de cafetan, utilisant un linge pour se rafraîchir le front et demandant du porridge nature à la cuisine. Comme maman Doris hésitait, Kim dit fermement « Je le nourrirai moi-même s'il se réveille. » Apporte-le. Pendant l'heure qui suivit, elle resta à ses côtés, essuyant sa sueur, ajustant sa couverture et murmurant des prières. Son attention était instinctive, et non performative. Elle ne l'a pas fait parce qu'il était riche, mais parce qu'il était malade. Et c'était une raison suffisante. Lorsque le médecin est arrivé et a vérifié les constantes de Zecora, sa fièvre avait légèrement baissé. Il était toujours inconscient, mais son état était stable. Épuisement, conclut le médecin. Mental et physique. Il a besoin de repos, pas de réunion. Le reste de la maisonnée expira enfin, mais personne ne savait quoi dire de ce qu'ils avaient vu. Kim, la domestique silencieuse, avait fait ce qu'aucun d'eux n'osait, pénétrer dans son espace personnel, le traiter comme un être humain et ne rien exiger en retour. Lorsque Zecora se réveilla beaucoup plus tard dans la nuit, la pièce était sombre et vide, à l'exception d'une douce lumière provenant du couloir. Sa tête lui martelait la tête et sa gorge était comme du papier de verre. Il essaya de s'asseoir, mais il trouva un bol de porridge à côté de lui, sur la table de chevet, chaud, fraîchement préparé et couvert. Un mot plié se trouvait dessous. Mange lentement. Repose-toi bien. Kim. Zecora cligna des yeux, confus. Personne ne lui laissait de mots. Personne n'osait le traiter avec douceur. Pour qui se prenait-elle? Il aurait voulu se moquer,
froisser le papier et la traiter de présomptueuse. Mais au lieu de cela, il se surprit à prendre la cuillère, à croquer et à marquer une pause. Le porridge n'avait rien d'extraordinaire, mais il avait le goût d'une attention. Et pour la première fois depuis des années, Zecora mangea quelque chose préparé non par devoir, mais par gentillesse. Seul dans sa chambre, il termina chaque cuillerée en silence. Le lendemain matin, Zecora était différent, ni guéri, ni humilié, mais plus calme. Il portait une simple chemise blanche et un jogging noir, bien loin de ses habituels capitaines impeccables. Il entra dans la cuisine sans prévenir, surprenant tout le personnel, habitué à ses réunions matinales en vase clos. « Qui a fait le porridge que j'ai mangé hier soir » demanda-t-il d'une voix neutre, mais dénuée de la fougue habituelle. Tout le monde se figea. Maman Doris échangea un regard avec Tony, puis fit un lancing de tête à Kim. La jeune femme de ménage leva les yeux de l'évier où elle rinçait les légumes, les mains encore humides. « Oui, monsieur, dit-elle d'un ton neutre. Le regard de Zecora croisa le sien, mais il ne répondit pas. Il se tourna vers Mama Doris. Qui la chargera de préparer les repas du soir cette semaine? On verra si c'est juste un coup de chance. Il s'éloigna avant que quiconque puisse répondre. Le personnel chuchotait entre eux. Pour Zecora, c'était le compliment le plus proche qu'elle ait jamais entendu. Kim retourna simplement à sa planche à découper. Elle ne cherchait pas de validation. Elle avait fait ce qu'elle pensait être juste, et cela lui suffisait. Mais au fond d'elle-même, quelque chose avait changé. Non seulement dans la dynamique du manoir, mais aussi dans l'esprit de Zecora. Elle était entrée dans sa chambre, avait touché sa vulnérabilité et n'avait laissé derrière elle que nourriture et paix. Aucune exigence. Aucun flirt. Aucune ambition. Juste de la compassion, et cela le déstabilisait. Au fil de la semaine, Zecora surveillait Kim de près sans l'avouer. Il se surprit à chronométrer son arrivée au dîner, vérifiant si elle avait préparé la soupe ou le riz, testant ses saveurs comme un sceptique à la recherche de fils dentaires. Mais il n'en trouva aucune. Ses repas n'étaient pas gastronomiques. Mais ils étaient équilibrés, apaisants et, plus troublant encore, ils le mettaient à l'aise. Un soir, il s'est même surpris à hésiter avant de réprimander une employée, son esprit revenant aux mots qu'elle avait laissés sur sa table de chevet. « Repose-toi bien. » Cela résonna dans son esprit comme une berceuse. Zecora commença à se demander s'il l'avait mal jugée. Était-elle juste une aide de plus cherchant désespérément à s'élever grâce à sa proximité avec le pouvoir, ou était-elle vraiment ce genre de personne rare? Bienveillante sans raison. Un soir, il la vit s'agenouiller silencieusement près de Mama Doris, massant ses pieds gonflés avec du beurre de karité, parlant doucement des herbes de son village. Elle ne l'avait pas vu l'observer depuis le couloir. Mais lui, si. Et cette fois, il ne s'éloigna pas. Il s'attarda. Et réalisa, avec un malaise grandissant, que cette domestique, cette petite fille modeste, au foulard, commençait à vivre sans payer de loyer. Le soleil n'était pas encore levé que Kim entra dans la cour, un grand seau en plastique sur la hanche et une serpillière à la main. La plupart du personnel dormait encore, mais elle avait pris l'habitude de se lever tôt et d'accomplir les tâches communes qui pouvaient alléger la charge des autres. Ce matin-là, elle remarqua Tony, le fidèle chauffeur, peinant à dégager un pneu crevé du SUV noir garé près du garage. Sans hésiter, elle posa sa serpillière et traversa. « Laisse-moi tenir les boulons pendant que tu travailles », proposa-t-elle en s'accroupissant à côté de lui. Tony cligna des yeux, surpris. « Tu es sûr? Ce n'est pas ton boulot, oh. » Kim sourit. On ne ferme pas les yeux quand quelqu'un a besoin d'aide. Elle tenait les outils en silence, stabilisant de temps en temps le démonte-pneu pendant que Tony dévissait les boulons. Ce fut un bref instant, mais il ne manqua pas de plaire à la silhouette qui observait depuis le balcon. Zecora se tenait derrière une porte vitrée de sa chambre, les bras croisés, observant. Son front se fronça, non pas de colère, mais d'incrédulité. Pourquoi une femme de ménage, gagnant déjà presque rien, se donnerait-elle la peine d'aider un homme à changer un pneu avant l'aube? C'était déroutant. Il avait bâti sa carrière en s'attendant à ce que les gens ne le servent que s'ils étaient payés ou désespérés. Pourtant, cette fille, cette femme, semblait vivre selon des règles totalement différentes. Et il n'arrivait pas à comprendre. Plus tard dans la journée, le soleil était à son zénith lorsque Zecora était assis dans son bureau privé, feuilletant nonchalamment sa tablette. C'était une de ces rares journées calmes, un de ces moments où rien ne réclamait son attention immédiate.
Le silence le troublait plus que le travail. En jetant un coup d'œil par la fenêtre donnant sur le côté de la maison, il remarqua Nkem. Cette fois, elle était à genoux près de l'allée du jardin, nettoyant la laissant se plaindre. Elle lui tournait le dos, son écharpe légèrement humide de sueur, mais elle se déplaçait avec un rythme qui ne trahissait aucune amertume. Il n'y avait ni surveillance, ni public, ni récompense, juste de la constance. Zécora sentit une tension dans sa poitrine, pas douloureuse, juste inhabituelle. Il n'était pas habitué à l'admiration. Plus troublant encore, il n'avait pas l'habitude de féliciter qui que ce soit en silence. Pourtant, à cet instant précis, il avait presque envie de descendre et de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais l'orgueil, cette armure tenace qu'il portait comme une peau, l'en empêcha. Alors, il fit la seule chose qu'il pouvait faire. La fois suivante où il croisa Nkem dans le couloir, il ne lui aboya pas dessus. Il ne fronça pas les sourcils. Il hocha simplement la tête, une seule fois. Un petit geste, à peine perceptible pour un étranger. Mais le personnel de maison, en particulier Mama Doris, qui avait été témoin de la scène depuis la cage d'escalier, faillit laisser tomber son plateau sous le choc. Zécora Diala avait acquiescé. Cette femme de chambre. Et le ciel n'était pas tombé. La saison des pluies était officiellement arrivée à Lagos, enveloppant la ville d'une humidité épaisse et d'orages imprévisibles. Ce soir-là, les nuages étaient bas et menaçants, le genre d'orage qui ne menaçait pas de déferler. Une pluie diluvienne promettait d'être légendaire. Au manoir, la plupart du personnel avait terminé ses tâches extérieures tôt, se réfugiant dans la chaleur des quartiers intérieurs. Mais Nkem était resté pour récupérer le linge sur l'étendoir avant l'ouverture du ciel. Alors qu'elle se dépêchait de défaire le dernier drap, le coup de tonnerre fit place au silence, et le ciel lança un rideau de pluie. Trempée en quelques secondes, elle tenta d'arracher le linge restant de l'étendoir, ses sandales glissant sur le carrelage mouillé. C'est alors qu'elle entendit une voix inattendue. « Laisse tomber. Tu vas te casser le cou là-bas. » Zécora se tenait sous l'auvent du patio arrière, une serviette et un parasol à la main. Pendant un instant, ils se fixèrent sous la pluie, lui sec et sévère, elle trempée et surprise. Elle hésita, mais il s'avança et lui tendit la serviette. « Tiens, sèche-toi. » Nkem cligna des yeux. Elle s'attendait à ce qu'il la gronde, voire la traite d'idiote. Mais au lieu de cela, il lui offrit de la chaleur. Elle accepta la serviette avec précaution, la drapant sur ses épaules. Il ne bougea pas. Il se tenait sous le rebord de la terrasse, l'orage grondait autour d'eux, le silence entre bien plus fort. Pour la première fois, leur conversation n'était pas ponctuée d'ordre ou d'excuses. Zécora s'appuya contre le mur, la voix basse. « Tu aurais dû demander de l'aide. Ce linge ne vaut pas une chute. » Nkem haussa les épaules et essora son écharpe. « C'était ma tâche. Je n'aime pas laisser les choses à moitié faites. » Son ton n'était pas provocateur, juste honnête. Zécora étudia son visage. Des gouttes de pluie s'accrochaient à ses cils. Ses lèvres étaient légèrement gercées par le froid, mais son regard restait fixe. « Tu es différente, » murmura-t-il. Nkem sourit doucement. « Tout le monde l'est. Il suffit de regarder attentivement. » Cette réponse le fit taire. Pour un homme qui adorait les réponses rapides et les remarques acerbes, il n'en avait soudain plus aucune. La pluie continuait, mais la tempête intérieure s'était apaisée. Il s'éclaircit la gorge, gêné. « Je vais demander à Tony de vous conduire au quartier du personnel. » Pas de discussion. Elle hocha la tête, émue, mais pas flattée. Alors qu'ils se séparaient, quelque chose flottait entre eux, pas de l'amour, pas encore, mais de la reconnaissance. Une subtile compréhension qu'ils étaient peut-être tous deux étrangers à la gentillesse, lui à la recevoir, et elle à la voir en retour. Plus tard dans la soirée, Zécora se retrouva à contempler la serviette humide qu'elle avait utilisée, soigneusement pliée sur son bureau, avec un mot de remerciement en dessous. Il ne s'était même pas rendu compte qu'elle l'avait laissée là. Il toucha le mot et, pour la première fois depuis des années, sourit intérieurement dans le noir. Cette nuit-là, Zécora ne trouva pas le sommeil. La pluie avait cessé, mais son esprit restait agité, peuplé de pensées qui ne restaient plus enfouies. Il se retrouva à arpenter sa chambre, le souvenir des paroles de Nkem résonnant plus fort que l'orage dehors. Tout le monde l'est. Il suffit de regarder attentivement. Que voulait-elle dire? Avait-elle vu en lui quelque chose que personne d'autre n'osait voir?
Ou était-ce simplement sa façon de lui rappeler qu'il n'était pas aussi indéchiffrable qu'il le croyait? S'affalant sur sa chaise, Zecora ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une vieille photo, qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Les coins étaient effilochés, l'image était décolorée, mais les personnages étaient encore nets. Un petit garçon, âgé de 6 ans à peine, était assis sur les genoux d'une femme plus âgée, vêtue de la tenue traditionnelle Isayegu. Ses yeux pétillaient de sagesse et de malice, ses bras entouraient un garçon comme pour le protéger du monde. Elle s'appelait Mamaneka, sa nounou d'enfance. Elle l'avait élevé à une époque où ses parents étaient trop occupés à gravir les échelons de la société pour remarquer la solitude de leur fils. Elle préparait ses plats préférés, chantait des berceuses en hibou lorsqu'il faisait des cauchemars et, un jour, marchait 8 kilomètres juste pour lui rapporter sa boîte à lunch oubliée à l'école. Mais elle est morte la semaine même de ses 11 ans, d'une maladie qui aurait pu être guérie si sa famille n'avait pas retardé le traitement pour préserver ses apparences. Zecora ne leur a jamais pardonné. Ni à lui-même. Depuis, il avait juré de ne plus jamais avoir besoin de personne. Et pourtant, Nkem était là, une étrangère, une servante, qui avait ressuscité une part enfouie de lui. Sa façon de chanter pour cet oiseau blessé. La façon dont elle a bravé la pluie pour terminer sa tâche. La façon dont elle lui a rendu sa serviette avec un mot de remerciement, malgré toute son impolitesse. Elle lui rappelait Mamaneka, non pas physiquement, mais spirituellement. Cette même force tranquille. Cette même présence bienveillante. Ce même refus exaspérant d'être amer dans un monde qui lui donnait toutes les raisons d'être. Le lendemain matin, Zecora surprit toute la maisonnée en demandant que le petit déjeuner soit servi sur la terrasse, à l'endroit même où il s'était tenu sous la pluie avec Nkem. Maman Doris faillit laisser tomber sa cuillère. Oga veut manger dehors, demanda Tony, perplexe. Au matin? Mais Zecora était déterminée. Quand Nkem apporta son plateau, un simple assortiment d'igname, d'œufs et de thé, il attendit qu'elle se retourne avant de dire « Reste. Assieds-toi un moment avec moi. » Nkem marqua une pause. « Monsieur. » Il désigna le banc à côté de lui. « Asseyez-vous, sans devoir, sans question. » Elle obéit, prudente mais curieuse. Un instant, ils restèrent assis en silence, sirotant du thé sous le doux soleil, avec pour seul bruit le chant des oiseaux dans les arbres. Puis, doucement, Zecora parla. « Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu lui rappelais quelqu'un qu'il avait perdu ?» Nkem cligna des yeux, surpris. « Non, monsieur. » Zecora hocha lentement la tête. « Tu viens de me faire ça. » Et pour la première fois depuis qu'il avait enterré sa nounou, il s'autorisa à ressentir la douleur. L'ambiance du gala anniversaire de l'entreprise était extravagante, dans une salle luxueuse de l'île Victoria, décorée de compositions florales en cascade, de lustres en cristal et de sols en marbre poli qui scintillaient sous des talons de créateurs. Zecora arriva en retard, comme toujours, vêtu d'un cafetan noir aux broderies argentées, entouré de ses agents de sécurité et de l'indifférence rigide d'un homme qui ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit. Sa présence, cependant, attirait l'attention. Membres du conseil d'administration, investisseurs et personnalités de l'ego se tournèrent vers lui, certains avec admiration, d'autres avec un dédain dissimulé. Les discours commencèrent, les boissons coulèrent à flots et les rires sonnèrent creux. Mais à mesure que la soirée avançait, Zecora se retrouva coincée au bar Parifunanya. Vêtue d'une robe rouge qui moulait ses formes avec assurance, elle souriait comme autrefois lorsqu'elle avait envie de quelque chose. « Tu te souviens encore de ce que signifie le pouvoir ?» dit-elle en passant un doigt sur le bord de son verre. Zecora prit une grande inspiration et se détourna légèrement. « Je me souviens plus précisément de la trahison, » murmura-t-il. Elle rit et se pencha plus près. « Tu es toujours en colère. Ça veut dire que tu tiens toujours à moi. » Ses yeux brillèrent, mais il ne dit rien. L'échange ne passa pas inaperçu. Les téléphones clignotèrent. Les langues murmuraient. Mais Zecora s'en fichait, jusqu'à ce qu'il réalise que les caméras ne captaient pas seulement le flirt suffisant d'Ifunanya, mais son malaise grandissant. Des heures plus tard, bien après la dispersion de la foule, Zecora était assis seul dans son bureau, les lumières tamisées, une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui. Il n'était pas ivre, mais il était en pleine spirale. Sa cravate était lâche, sa chemise déboutonnée. La conversation avec Ifunanya résonnait dans sa tête comme une chanson agaçante. Pourquoi l'avait-il laissé l'atteindre? Pourquoi sa présence provoquait-elle encore un mélange de colère et de douleur?
Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il n'entendit pas les pas de Kim au premier abord. Elle avait vu les informations sur le téléphone du personnel, les photos de la fête, les rumeurs de romance retrouvées. Elle n'avait pas prévu de lui parler, mais quelque chose lui fit mal au cœur en voyant la lueur solitaire dans son bureau. Debout sur le seuil, elle ne frappa pas. Elle dit simplement, « Tu n'as pas l'air d'un homme qui a passé une bonne soirée. » Zecora leva lentement les yeux, injecté de sang mais alerte. « Tu crois que j'apprécie quoi que ce soit ces jours-ci » dit-il amèrement. Kim entra discrètement dans la pièce et posa un verre d'eau sur la table. « Tu souriais autrefois. »« Je l'ai vu. »« Ce n'est pas étranger à toi, » dit-il d'un ton moqueur. « Les sourires ne survivent pas à la trahison. » Elle s'assit en face de lui, silencieuse, laissant ses paroles résonner. Puis, doucement, elle demanda, « Pourquoi laisser à quelqu'un qui t'a blessé un tel pouvoir ?» Cette question le stupéfia. Personne n'avait jamais osé la poser. Pas comme ça. Pas par souci de bienveillance. Pas par défi. Et, curieusement, il n'avait aucune réponse. Les jours qui suivirent le gala passèrent tranquillement, mais quelque chose avait changé entre Zecora et Kim, un non-dit mais indéniable. Il n'évitait plus sa présence, et elle ne le traitait plus comme une bombe à retardement. Tout a commencé par des choses simples, lui demander spécifiquement à manger, demander à maman Doris de laisser Kim s'occuper de son thé du matin, ou faire des pauses plus longues dans la conversation avec elle lorsqu'elle lui apportait ses repas. Maman Doris l'a remarqué en premier. « Olga a réclamé ton ragoût », a-t-elle plaisanté un matin. « Devrions-nous vous promouvoir au poste de responsable de la restauration émotionnelle ?» Kim se contenta de sourire et de faire signe de la main, mais au fond d'elle-même, elle le sentait aussi. Zecora ne se contentait pas de goûter sa nourriture. Il goûtait sa présence. Un soir, alors qu'elle apportait son plateau repas, il leva les yeux de son ordinateur portable et dit « Assieds-toi ». Pas d'ordre. Pas digne, juste une invitation. Elle hésita, puis obéit, les mains jointes sur ses genoux. « Tu crois que les gens changent un jour ?» demanda-t-il. La question la prit de court. Elle le regarda attentivement avant de répondre. « Oui, mais pas pour les autres. Seulement quand ils le désirent profondément pour eux-mêmes. » Zecora hocha lentement la tête. « Et si je te disais que je ne sais plus qui je suis ?» Kim le regarda dans les yeux et répondit doucement. « Alors c'est peut-être le meilleur point de départ. Au moment où vous ne vous cachez plus derrière qui vous étiez. » Dans les jours qui suivent, les conversations entrepassent de brefs échanges à des dialogues lents et révélateurs. Zecora commence à se confier, non pas dans des monologues dramatiques, mais dans des aveux nuancés. Il lui a parlé de son enfance solitaire, de ses parents distants, des attentes qui ont anéanti son innocence. De la construction de son entreprise avec courage. De la trahison de son ex et de la façon dont elle lui a appris à ne jamais faire confiance. Kim l'écoutait, sans jamais l'interrompre, sans jamais le juger. Elle n'essayait pas de le réparer. Elle lui réservait simplement de l'espace, ce qui, plus que tout, le désarmait. Il trouvait du réconfort dans son silence et de la force dans sa présence. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse à manger du maïs bouilli et des poires, il la regarda et dit, « Tu m'as changé, tu sais ?» Kim cligna des yeux. « Je n'ai rien fait de spécial. » Il sourit, une courbe douce et rare des lèvres. « Exactement. C'est ce qui le rend spécial. » Le personnel, bien que discret, remarqua la différence. La tension dans la maison s'était apaisée. Zecora aboyait moins. Il avait même dit, « S'il te plaît », une fois. Et bien qu'aucune grande annonce n'ait été faite, chacun savait que quelque chose au cœur du manoir avait doucement commencé à fleurir, ancré non dans le statut, mais dans la sincérité. Et Kim, sans jamais le demander, était devenue la seule personne dont Zecora ne cherchait pas à fuir la présence, mais à la rejoindre. Il était inévitable que les autres membres du personnel commencent à parler. Dans un manoir autrefois silencieux, la proximité grandissante entre Zecora et Kim était devenue trop visible pour être ignorée. Bien qu'il n'y ait eu aucun geste d'affection explicite, aucun contact physique, aucun échange de regards prolongé, quelque chose dans sa façon de marquer une pause avant de l'appeler, ou son sourire subtil lorsqu'il entrait dans une pièce, devenait l'objet de rumeurs murmurées. Tout a commencé par des ragots dans la cuisine. « Tu crois qu'elle utilise du jazz ?» demanda la jeune femme de ménage, les yeux écarquillés. Cet homme ne hausse même pas la voix. Un autre a balayé la situation en riant. « Du jazz ?
S'il vous plaît. C'est du soft power. Cette fille est intelligente. Elle le conquiert à force de patience. Tu verras, très bientôt, elle deviendra la maîtresse de maison. Ces murmures, comme c'est souvent le cas avec les ragots, s'envenimèrent et s'envenimèrent, jusqu'à ce qu'une intendante amère, Tidy, décide d'agir. Tidy travaillait dans la maison depuis 2 ans, avait été réprimandée par Zecora un nombre incalculable de fois et en voulait à quelqu'un d'aussi nouveau de faire fondre ses défenses si facilement. Poussée par la jalousie, elle envoya un message anonyme sur le téléphone personnel de Zecora. Votre femme de ménage vous manipule. Renseignez-vous. S'y joint une photo floue de Kim et Zecora assises dans le jardin, riant, innocente aux yeux de certains, accablante pour ceux qui cherchent le scandale. Zecora lut le message tard dans la nuit, seul dans sa chambre. Il fixa longuement l'écran, non pas parce qu'il y croyait, mais à cause de ce qu'il symbolisait, que même la paix, lorsqu'elle vous atteint enfin, ne reste jamais intacte. Le lendemain matin, il convoqua le personnel de maison. Tout le monde se rassembla dans la salle à manger, la tension montant comme une vapeur. Zecora entra avec son intensité tranquille habituelle et se tint devant eux. J'ai reçu un message hier soir, commença-t-il. Quelqu'un ici a jugé sage de remettre en question l'intégrité d'une femme qui a fait preuve de plus de décence que la plupart d'entre vous réunis. La salle se tut. Tédé s'agita nerveusement. Si jamais je découvre qui a envoyé ce message, poursuivit-il, tu quitteras cette maison sans tes chaussures. Il marqua une pause, balayant la pièce du regard. Kim ne mérite pas qu'on lui manque de respect. Pas dans les discours. Pas vraiment. Si quelqu'un a un problème avec ça, il est libre de démissionner aujourd'hui. Puis il sortit, laissant derrière lui un silence si pesant qu'il en était lancinant. Ce fut le jour où la maison changea véritablement. Le respect n'était plus seulement exigé, il était un modèle. Et pour la première fois, Zecora avait défendu quelqu'un d'autre que lui-même. Dans la cuisine, Kim s'essuya les mains en silence, incertaine de ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était proche. Quelque chose de pur. Et cela l'effrayait plus que tout au monde. La soirée était inhabituellement calme au domaine Dial, ce silence qui porte l'intention. Kim était dans la cuisine, aidant maman Doris à éplucher des ignames, lorsque Tony entra avec un message qui la fit cligner des yeux à 2 reprises. Les Oga disent de te faire porter quelque chose de joli, dit-il en se frottant la nuque d'un air gêné. Il veut dîner dans le jardin. Seulement toi et lui. La main de Mama Doris s'arrêta au milieu de la tranche. Kim leva les yeux, perplexe. Juste lui et moi. Tony hocha la tête. Il était déjà là. Kim n'était pas du genre à se perdre, mais c'était un territoire inconnu. Après s'être lavé les mains, elle alla dans sa chambre et enfila la seule robe qu'elle possédait qui ne fût pas un uniforme, une vieille robe en cara bien entretenue, à motifs bleus et jaunes. Elle repoussa ses cheveux en un chignon bas et se dirigea lentement vers le jardin, le cœur battant plus d'incertitude que d'attente. Le jardin brillait sous de douces lanternes jaunes, et une petite table était dressée sous l'amandier. Zecora se tenait à proximité, vêtue d'un simple cafetan bleu foncé, les manches retroussées, sa montre scintillant sous les lumières. Il se retourna en entendant ses pas et, l'espace d'une seconde, la fixa. Pas un mot, pas un sourire narquois, juste des yeux qui la voyaient différemment. « Assieds-toi » dit-il doucement en désignant la chaise en face de la sienne. Elle s'exécuta en silence. Pendant un moment, ils mangèrent sans parler, laissant le bourdonnement des grillons et le cliquetis des couverts combler le vide. C'est Zecora qui a finalement brisé le silence. « Tu te demandes sans doute pourquoi je t'ai invité ici. » Kim soutint son regard. « Ça m'a traversé l'esprit, oui. » Il a expiré en baissant sa fourchette. « J'ai réalisé quelque chose. J'ai dîné avec des investisseurs, des célébrités, des politiciens, et même un jour avec ce président d'Afrique de l'Est, mais je n'ai jamais ressenti de paix à table. Jusqu'à ce soir. » Les lèvres de Kim s'entr'ouvrirent légèrement, surprise par tant d'honnêteté. « Paix » demanda-t-elle doucement. « Oui » acquiesça-t-il. « Paix et rire. Pourrais-tu te retirer de moi comme si c'était ton droit ?» Elle ne sourit pas. « Pas encore. Tu ris parce que tu commences à t'en souvenir, dit-elle. Pas à cause de moi. » Ses yeux clignèrent. « Peut-être. Ou peut-être m'as-tu rappelé que la gentillesse existe encore. Que tout le monde n'attend pas quelque chose de moi.
Ils parlent pendant près d'une heure, de choses insignifiantes, de leur village, de leurs plats préférés, et même de musique. Zécora rit, sincèrement et librement, pour la première fois depuis des années. Lorsqu'il se leva pour la raccompagner, il ne la toucha pas. Il dit simplement « Merci d'avoir dit oui ». Et à cet instant, sans aucune romance, sans aucune promesse, quelque chose avait indéniablement changé entre eux. Quelque chose de réel. La chaleur du dîner persista pendant des jours, dans la maison comme dans la poitrine de Zécora. Il se sentit plus impliqué, plus patient, même avec son personnel. Les changements étaient mineurs, moins d'aboiements, plus d'écoute. Mais ils ne passèrent pas inaperçus. Kim aussi avait changé. Elle se déplaçait avec un peu plus de grâce. Non pas par fierté, mais parce qu'elle avait perdu un peu de poids. Mais leur croissance silencieuse fut bientôt interrompue par un fantôme indésirable venu du passé. Si Yenania revenait, elle ne prévenait pas. Elle n'appelait pas. Elle franchit simplement le portail par un après-midi ensoleillé, vêtue d'une combinaison sur mesure et de talons qui claquaient comme le tonnerre sur le carrelage en marbre. Zécora, par pure habitude, la laissa entrer. Mais il ne s'attendait pas à la tempête qu'elle apportait. Elle était assise dans le salon, telle une reine reconquérant son trône, parlant comme si le temps n'avait pas passé. « J'ai fait une erreur », dit-elle avec une sincérité éprouvée. « Tu construisais quelque chose de spécial, et j'étais trop aveugle pour le voir. Mais je le vois maintenant. » Zécora était assis en face d'elle, impassible. « C'est moi qui te manque, ou ma version milliardaire ?» demanda-t-il. Elle rit, balayant l'idée. « Est-ce important ? » « Si. » Pour lui, si. Kim les vit ensemble depuis la cage d'escalier. Elle n'écoutait pas aux portes, mais cette vision à elle seule lui donna un profond pincement au cœur. Elle se retourna et s'éloigna d'un pas calme mais lourd. Ce soir-là, elle évita la salle à manger. Elle resta dans les appartements, faisant semblant d'être occupée, même lorsque maman Doris lui demanda si elle allait bien. Juste fatiguée, marmonna-t-elle. Zécora remarqua son absence. Il remarqua également que la nourriture sur son plateau n'avait plus le même goût. Elle manquait de cette délicate attention qu'elle lui apportait toujours. Le lendemain, Ifunanya s'attarda davantage, s'enquérant du bon vieux temps, flirtant avec la nostalgie et complimentant ses progrès. Mais Zécora n'était plus l'homme qu'elle avait quitté. Il était plus froid, plus âgé, grâce à Kim, conscient de ce qu'était une présence authentique. Quand Ifunanya se pencha et lui toucha le bras, Zécora tressaillit légèrement. « Tu ne reviendras pas, car je suis devenu ce que tu voulais, » dit-il. Elle fronça les sourcils. « Alors qu'est-ce qui a changé ?» Il regarda vers le couloir, comme s'il s'attendait à voir Kim apparaître. « Moi, oui. Et la femme responsable de ça ne l'a pas fait pour le pouvoir. » Elle le fit avec gentillesse. L'expression d'Ifunanya changea, réconfortante. Elle se leva. « Alors bonne chance à toi et à ton sein. » En sortant en trombe, Zécora ne ressentait rien. Pas de tristesse. Pas de regret. Juste de la clarté. Mais la clarté ne rime pas toujours avec la faim, et Zécora se retrouva bientôt à lutter contre le silence, une fois de plus, celui de Kim. Elle n'était ni en colère ni conflictuelle. Elle était simplement distante. Elle accomplissait ses tâches avec la même efficacité silencieuse, mais sa chaleur s'était estompée. Son regard ne s'attardait plus lorsqu'ils se croisaient dans le couloir. Ses sourires ne l'atteignaient pas. Zécora le ressentit vivement. Le manoir, malgré son luxe, était à nouveau froid. Son rire lui manqua. Sa présence. Son absence était plus forte que toutes les insultes qu'il avait reçues. Les jours passèrent. Il envisagea de la prendre à part, exigeant de savoir ce qui n'allait pas. Mais quelque chose en lui résistait. Il apprenait que la connexion, la vraie connexion, ne pouvait être forcée. Il s'est donc tourné vers la seule personne qui n'avait jamais rien édulcoré. Maman Doris. Elle s'éloigne, a-t-il dit un matin, assis dans la cuisine avec une tasse de thé à laquelle il n'avait pas touché. Et je ne sais pas pourquoi. Maman Doris l'a regardé longuement et intensément. Alors peut-être que tu ne te regardes pas assez dans le miroir. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle croisa les bras. Tu l'as défendu devant le personnel, c'est ça ? Mais l'as-tu défendu dans ton cœur quand la femme qui t'avait brisé est revenue ? Où es-tu resté figé ?
Les mots l'ont frappé plus fort qu'il ne l'aurait cru. Zécora se leva, fit les 100 pas, puis se laissa retomber. « Je n'ai pas choisi si tu étais enceinte, dit-il. Tu n'as pas choisi Kim non plus. Maman Doris répondit doucement. Et parfois, ne pas choisir est pire. Ce soir-là, Zécora se tenait dehors, dans les appartements de Kim, ne sachant que dire. Il n'a pas frappé. Il n'a pas parlé. Il est resté là jusqu'à ce que la porte grince. Elle le regarda, fatigué, calme, sur ses gardes. Vous n'avez rien à expliquer, monsieur, dit-elle doucement. Je ne suis qu'une servante, vous vous souvenez? La phrase la blessa. Tu n'as jamais été qu'une simple domestique, répondit-il. Tu as changé ma vie, Kim. Et je ne sais pas comment le dire sans paraître égoïste. Mais je ne veux pas que tu m'exclues. Elle soupira et s'écarta pour le laisser entrer. Alors ne me donne pas l'impression d'être jetable. Que si quelqu'un avec des talons et du parfum entre, je serai oublié. Zécora la regarda avec plus de vulnérabilité que jamais. Tu m'as ruiné, Kim. Je ne sais pas comment redevenir celle que j'étais. Et je n'en ai pas envie. Pour la première fois depuis des jours, elle sourit, mais faiblement. Kim se tenait dans sa petite chambre, repliant ses derniers vêtements dans un sac de sport usé. Son contrat, initialement de 6 mois, était arrivé à son terme, et elle avait prévu de partir discrètement, sans incident. Elle n'en avait rien dit à Mama Doris, n'en avait pas parlé à Tony, et n'en avait certainement pas parlé à Zécora. Elle savait que tout ce qu'ils avaient partagé, ces conversations profondes, ces lueurs de connexion, étaient éphémères. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les gens comme lui, puissants et blessés, s'accrochaient rarement à la douceur. Et les gens comme elle, pauvres par principe, n'osaient jamais demander davantage. Juste au moment où elle refermait son sac, on frappa violemment à sa porte. Elle en eut le souffle coupé. Lentement, elle l'ouvrit et Zécora se tenait là, vêtu d'un simple cafetan blanc, pieds nus, sans bâton derrière lui. Juste un homme debout devant une femme qui avait changé son monde. Il n'attendit pas la permission. Il entra et regarda son sac avant de croiser son regard. « Tu t'en vas » dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Mon contrat se termine aujourd'hui. » Il inspira brusquement, comme pour calmer la tempête. « Tu n'allais pas me dire au revoir ?» Kim baissa les yeux. « Je pensais que ce serait plus facile ainsi. » Zécora s'approcha de la fenêtre, lui tournant le dos. « Je ne suis pas doué pour ça, » admit-il. « Je ne sais pas comment dire les choses importantes sans avoir l'air d'essayer d'acheter de l'affection. » Il se tourna de nouveau vers elle, le regard sérieux, la voix basse. « Mais j'ai besoin que tu m'entendes, Kim. Tu m'as changé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tu as défié mon silence. Tu as brisé mon orgueil. Toi, hésita-t-il, puis il continua. Tu m'as appris ce que signifie se sentir vu. » Et le cœur de Kim se serra. « Tu ne me dois rien, dit-elle d'une voix à peine audible. Je ne l'ai pas fait pour me faire remarquer. » Zécora hocha la tête. C'est exactement pour ça que c'était important. Il s'approcha, le regard intense mais doux. Je te demande de rester. Non pas comme une servante, mais comme quelqu'un qui a changé tout ce que je croyais savoir du monde. Un silence s'installa entre eux, épais et sacré. Puis, doucement, elle murmura, je resterai. Mais seulement si tu penses chaque mot que tu viens de dire. Et Zécora, pour la première fois depuis longtemps, sourit sans la moindre tristesse. Je n'ai jamais rien dit de plus sincère. Le voyage jusqu'à Inugu fut long, mais étrangement apaisant. Zécora n'avait jamais voyagé aussi loin dans le sud-est pour des raisons personnelles, surtout pas avec quelqu'un comme Kim assis à ses côtés dans son élégant SUV noir. Elle avait insisté pour s'asseoir à l'arrière, mais il avait fini par la convaincre de s'asseoir à l'avant, à côté de lui, là où les autres s'asseyaient. Les routes serpentaient à travers des collines verdoyantes et des villages couverts de poussière rouge, où des enfants pieds nus saluaient leurs vitres teintées et où des commerçants vendaient du maïs grillé au bord de la route. C'était un monde différent, sans salle de conférence ni délai, où tout semblait honnête et sans filtre. Le village de Kim, niché juste à l'extérieur de Nsuka, était humble et chaleureux, avec ses murs craquelés et ses pots de fleurs fabriqués avec des seaux de peinture. Sa mère, Mama Chinu, était une petite femme vive aux mains calleuses et au sourire éclatant. Elle fut stupéfaite lorsque sa fille arriva avec Deoga, mais sans le juger, elle le serra simplement dans ses bras comme s'il s'agissait d'un voyageur affamé.
De rien, mon fils, dit-elle en lui serrant le bras. Et pour la première fois depuis des années, Zecora a ressenti l'étreinte de sa famille. Durant son séjour de 3 jours, Zecora a découvert une facette de Kim qui faisait pâlir tout le monde à Lagos. Elle n'était pas seulement gentille, elle était vénérée. Les enfants s'accrochaient à son emballage. Les vieilles femmes lui demandaient de l'aider à lire les étiquettes des médicaments. Les voisins arboraient de larges sourires et lui offraient de l'igname bouilli et de l'huile de palme. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda à regarder les lucioles scintiller dans le crépuscule, Zecora se tourna vers elle. « On t'aime ici, dit-il. » Kim hocha la tête. « Parce qu'ils savent que je les aime aussi. » Il regarda en riant le chemin de terre où sa petite cousine poursuivait une brouette. « Pourquoi es-tu parti ?» demanda-t-il. Le regard de Kim ne vacillait pas. « Parce que l'amour ne paie pas toujours son loyer. Et j'avais besoin d'aider maman. » Cette réponse lui est restée en tête bien après le coucher du soleil. Le lendemain matin, Mama Chinu lui a tendu une petite Bible aux bords effilochés. « Mon mari me l'a donnée avant de mourir, a-t-elle dit. Je veux que tu l'aies. » Zecora était choquée. « Je ne peux pas. »« Tu peux, » l'interrompit-elle. « Parce que ma fille ne ramènerait pas à la maison un homme en qui elle ne croit pas. » Alors qu'il rentrait à Lagos plus tard dans la journée, Kim s'approcha et lui prit la main pour la première fois. Ce n'était pas romantique. C'était réconfortant. Et cela disait à Zecora tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle était toujours prête à marcher à ses côtés, même si le chemin était inconnu. De retour à Lagos, la maison semblait différente. Non seulement par son énergie, mais aussi par sa raison d'être. Le personnel, qui autrefois chuchotait dans les coins, accueillait désormais Kim avec un respect nouveau. Elle portait toujours son uniforme. Mais elle se déplaçait dans la maison comme quelqu'un qui possédait plus que des murs. Quelqu'un qui tenait l'espace. Zecora, pour sa part, avait évolué d'une manière que personne n'aurait cru possible. Il sourit davantage. Il remerciait les gens. Il posait des questions et attendait les réponses. Un matin, il était assis dans la salle à manger avec Kim, sirotant du thé. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte noire. Ni décorée, ni tape à accent grave l'œil. C'est simple. Il le posa sur la table entre eux et dit, « Je ne sais pas aimer comme on le fait dans les films. Je ne peux pas promettre la poésie ou la perfection. Mais je peux te promettre la vérité. Et je veux essayer avec toi. » Kim n'a pas touché la boîte. Elle le regarda longuement, puis le regarda. « Tu crois que tu dois me demander en mariage pour me garder ?» demanda-t-elle doucement. Zecora hésita. « Non, » répondit-il. « Mais je veux que tu saches que je te choisis, pleinement et sans excuse. » Elle se leva, marcha vers lui et s'assit à côté de lui. « Tu n'es pas obligé de me proposer des alliances, Zecora. Pas encore. Ce qu'il me faut, c'est que tu continues à me choisir. Même quand les choses ne sont pas faciles. Même quand je te défie. Même quand le monde me juge. » Il hocha lentement la tête, humble. « Je peux faire ça. » Elle sourit, prit l'écrin et le referma délicatement. « Alors garde ça. Pour le jour où tu ne te contenteras pas d'essayer, mais deviendras. » Il cligna des yeux, ému par sa grâce. « Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Kim. » Elle rit doucement. « Et tu continues à apprendre à être quelqu'un d'autre, Monsieur Diallo. Nous sommes tous deux en progrès. » Ce soir-là, assis dans le jardin sous l'amandier, entourés de la paix qu'ils avaient tous deux cherché à gagner en silence, Zecora ne pensait pas à ce qu'il n'était pas. Il pensait à ce qu'il devenait. Et dans ce silence, sans titre, sans promesse, il savait. C'était le début de tout ce qui était réel. La transformation ne s'est pas opérée par une conférence de presse ou un communiqué. Aucun titre ne disait que Zecora Diallo avait changé. L'évolution était subtile, silencieuse, même. Mais elle résonnait dans le manoir comme une nouvelle chanson. Pour la première fois depuis des années, les rires revinrent dans les couloirs. Le personnel ne se précipitait plus devant Zecora par peur. Il l'accueillait avec un respect hésitant, puis avec un sourire franc. Les primes, attendues depuis longtemps, arrivaient dans des enveloppes accompagnées de mots de remerciement manuscrits de Zecora lui-même. Il commença à manger avec le personnel une fois par semaine, partageant du riz jollof et des bananes plantains comme un homme qui se souvient d'où il vient. Et chacune de ses décisions,
Chacun de ses gestes de générosité portait l'empreinte invisible de l'influence d'Nkem. Elle n'avait pas exigé de changement. Elle avait simplement incarné quelque chose de meilleur jusqu'à ce qu'il décide de s'élever pour l'assumer. Mais Zecora ne s'arrêta pas là. Inspiré par les récits d'Nkem sur Mama Neka, sa défunte nounou, et ses sacrifices, il a lancé la Neka Legacy Foundation, une association à but non lucratif qui offre des bourses et des logements aux enfants de domestiques à travers le Nigeria. Le lancement officiel, qui s'est tenu à Lekki, était élégant mais simple. Nkem n'a pas pris la parole lors de l'événement, mais elle était à ses côtés tandis qu'il partageait des histoires de gratitude, de douleur et de rédemption. La femme qui m'a élevé est morte pauvre, a déclaré Zecora à la foule. Mais celle qui m'a sauvé m'a appris que la richesse ne sert à rien si elle ne sert pas aux autres. Il n'a pas regardé les caméras. Il regarda Nkem. Elle hocha la tête, la fierté luisant doucement dans les yeux. Plus tard dans la soirée, Mama Doris s'assit à côté de Nkem dans le jardin. Tu sais, dit-elle avec un sourire, cette maison était autrefois un tombeau, mais maintenant elle respire à nouveau. Grâce à toi, Nkem leva les yeux vers le ciel scintillant, le cœur rempli. Non, murmura-t-elle. Parce qu'il avait choisi de vivre, ce fut un dimanche matin que Zecora prit une décision qui choqua tout le monde, même Nkem. Après leur promenade matinale dans le jardin, il rassembla le personnel dans la cour. Tony se tenait à gauche. Maman Doris croisa les bras, plissant les yeux à cause du soleil. Les jeunes servantes et gouvernantes chuchotaient entre elles. Zecora, vêtue de sa plus simple chemise en lin blanc et de ses sandales, se tenait à côté de Nkem et s'éclaircit la gorge. « J'ai commis beaucoup d'erreurs dans cette vie », commença-t-il. « J'ai agi avec fierté. J'ai parlé avec cruauté. J'ai repoussé des gens bien au nom du pouvoir. Mais c'est fini. » Il se tourna légèrement vers Nkem, sa voix plus douce. « Cette femme est entrée chez moi, domestique, mais elle est devenue ma boussole. Elle m'a rappelé que l'argent ne vaut rien sans la miséricorde. Que le silence n'est pas une force. Cette gentillesse, la vraie gentillesse, est la seule chose qui puisse reconstruire un homme brisé. » La cour était silencieuse. Pas un oiseau ne chantait. Puis Zecora sourit, un sourire sincère et sincère. « Je fais donc un changement aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, Nkemokoro ne sera plus considérée comme un membre de la famille. Elle n'est plus sous contrat. Elle vit ici comme une égale. Partenaire. Ma famille. » Les larmes montèrent aux yeux de Mama Doris. Tony laissa échapper un sifflement sourd, stupéfait. Mais Nkem ne pleura pas. Elle s'avança et prit la main de Zecora devant tout le monde. Non pas en signe de possession, mais de solidarité. « Je ne suis pas venue ici pour vous changer, » dit-elle face au personnel. « Je suis venue ici pour travailler. Mais ce faisant, j'ai trouvé quelque chose que je ne cherchais même pas. Dignité. Confiance. Et un homme assez courageux pour être plus que riche. » Il n'y eut ni applaudissements, ni feu d'artifice. Juste le bruit des cœurs qui s'ouvraient. Plus tard dans l'après-midi, Zecora et Nkem s'assirent dans le jardin, sous l'amandier, là où s'étaient déroulés tant de leurs moments marquants. Autour d'eux, les fleurs s'épanouissaient avec plus d'éclat. L'air était plus léger. Des enfants de la communauté jouaient devant le portail. Cela faisait partie d'un nouveau programme de soutien scolaire du week-end lancé par Nkem. Zecora regarda autour d'elle, puis la regarda à nouveau. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 6 mois qu'une bonne à la voix douce allait bouleverser mon monde, je l'aurais fait rire. » Nkem rit doucement, la tête posée sur son épaule. « C'est ça, la gentillesse, dit-elle. Il ne frappe pas. Il entre, pieds nus, et change tout. » Et à cet instant, sans titre, sans hiérarchie, sans blessure purulente sous une peau polie, Zecora ne la voyait pas comme une fille d'un village ou d'un statut inférieur à son rang. Il la voyait comme ce qui lui avait manqué toute sa vie. Un miroir de son meilleur moi. Son encre. Son égal. Pas une servante. Pas même Nkem. Mais celui qui l'a rendu humain à nouveau.